Justicia, pour tout savoir sur les droits. Les constituants de 2006 a bousculé la configuration traditionnelle de l'appareil judiciaire congolais en éclatant la Cour suprême de justice en deux ordres de juridiction. L'ordre judiciaire, composé de cours et tribunaux civils et militaires, placé sous le contrôle de la Cour de cassation, l'ordre de juridiction administrative, composé des cours et tribunaux administratifs, coiffés par les conseils d'État, ainsi que la Cour constitutionnelle. Quel est le rôle que joue cette institution dans notre pays? Comment s'organise-t-elle? Qui est habilité à la saisir? Nous en parlons dans Justicia Magazine avec un des praticiens des droits, à l'occurrence Maître Willy Wenga Ilombe, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de nous avoir visité ces jours. C'est une bénédiction pour nous de recevoir la RTNC 3 dans notre maison. Ça fait toujours du bonheur. Et je ne saurais pas parler de l'importance de la Cour constitutionnelle. Je ne saurais pas parler du rôle de la Cour constitutionnelle dès lors que je ne localise pas la Cour constitutionnelle au légal de la législation congolaise. Et tout le monde sait que depuis 2013, la République démocratique du Congo a connu des réformes judiciaires, mieux même des réformes juridictionnelles. On sait que la Cour suprême de justice, qui était la plus haute juridiction du pays, a été éclatée en trois hautes juridictions. Et ces trois hautes juridictions sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État. Et lorsque vous lisez l'article 157 de la Constitution, il est clairement dit qu'il est institué en République démocratique du Congo une Cour constitutionnelle. Il est institué une Cour constitutionnelle. Donc l'article 157 de la Constitution crée la Cour constitutionnelle comme une des hautes juridictions en République démocratique du Congo. Et lorsque vous lisez l'article 158, on vous donne la composition de la Cour constitutionnelle, on vous donne son fonctionnement, on vous dit comment elle est composée, et comment sa composition est modifiée tous les 3 ans. Bref, la Cour constitutionnelle tire son origine de la Constitution, d'une part. D'autre part, la même Constitution renvoie à une loi l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. De telle sorte que la Cour elle-même créée par la Constitution, son organisation et son fonctionnement est régi par la loi numéro 13/026 du 15 octobre 2013, loi qui a comme mission portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Mais cette même loi aussi, à son tour, renvoie à un règlement intérieur. Donc, nous avons là la Constitution de la République 18 février 2006 qui crée la Cour constitutionnelle. Nous avons la loi organique 13/026 du 15 octobre 2013 qui l'organise et fixe sa compétence. Et nous avons le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle qui détermine comment cette organisation, cette compétence s'exerce. Voilà les 3 textes qui organisent la Cour constitutionnelle en République du Congo. Mais quant à savoir quel est son rôle, quelle est son importance, premièrement, partant du rôle, je peux vous dire que la Haute Cour joue un rôle important en tant que juridiction d'interprétation de la Constitution. Donc le premier rôle, première mission de la Cour constitutionnelle, c'est le contrôle de la constitutionnalité. Voilà, donc c'est d'abord ça sa mission, même sa grande mission, sa mission principale. Et elle est une juridiction de vérification de la conformité des lois et des textes réglementaires à notre Constitution.
Toute le fois qu'une loi est élaborée, votée, promulguée, un règlement, c'est-à-dire un décret, un arrêté, une décision quelconque qui est du domaine de la vérification constitutionnelle est pris ou décidé, à un certain moment, cette loi ou ce règlement peut blesser un peu les sensibilités par rapport à sa conformité vis-à-vis de la Constitution. Et c'est comme ça que la Cour, dans son rôle de la juridiction du contrôle de constitutionnalité, connaît ce qu'on appelle les contentieux en inconstitutionnalité. Les contentieux en inconstitutionnalité qui s'exercent par voie principale. On introduit une requête devant la Cour constitutionnelle pour examiner la constitutionnalité d'un texte ou par voie d'exception d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire une affaire qui est pendante devant le cours de tribunaux et au cours de ce procès, au cours de l'instruction d'une cause, une des parties soulève un problème de constitutionnalité d'un texte à vouloir appliquer par rapport à la Constitution. Deuxième rôle de la Cour constitutionnelle, c'est un rôle consultatif. Je pense que le rôle consultatif, c'est-à-dire qu'il y a certains textes, certaines décisions, avant d'être prises, ou une fois déjà pris, ça pose un problème d'interprétation. Et là, au niveau toujours de la Constitution. Et à ce moment-là, la Constitution a confié à la Cour constitutionnelle plusieurs missions, beaucoup plus liées à la conformité des lois, comme je disais tout à l'heure là. Donc, il y a aussi cette mission en tant que juridiction de fond. En tant que juridiction de fond, la Cour constitutionnelle, sa mission, son rôle, c'est de connaître les infractions commises par le président de la République, le Premier ministre en fonction, et leurs complices. Oui, et leurs complices. Donc, c'est la Cour constitutionnelle qui est le tribunal pénal du président de la République, du Premier ministre en fonction, du président en fonction, du Premier ministre en fonction, et de leurs complices. Là, j'ajoute le mot complice, parce que la loi sur la Cour constitutionnelle les précise à ces différents alinéas que les deux principaux prévenus, c'est le président de la République ou le Premier ministre en fonction, devant la Cour constitutionnelle éventuellement pour des infractions précises, mais aussi leurs complices et leurs co-auteurs. Troisième rôle ou mission de la Cour constitutionnelle, c'est la juridiction du contentieux électoral du président de la République et du contentieux législatif national. Donc, toute le fois qu'il y a organisation des élections, comme celle qu'on est en train de préparer pour 2023, si Dieu nous prête vie et si Dieu permettait à ce que le Congo recouvre la paix totale, en 2023, nous devons aller aux élections. Et la Cour constitutionnelle a pour mission de connaître d'abord de la conformité de l'organisation des élections à la Constitution. D'une part. D'autre part, c'est la juridiction des contentieux. Vous voyez? Et ce contentieux est d'une part le contentieux des candidatures et à la fin le contentieux de résultats. C'est la juridiction aussi qui reçoit les déclarations de biens du président de la République et des ministres en fonction. Avant d'entrer et à la fin de la fonction, le ministre, le Premier ministre et le président de la République ont l'obligation, conformément à la loi, de déclarer leurs biens qu'ils avaient avant d'entrer en fonction et des biens qu'ils ont eus après l'avoir exercé la fonction. Et d'autres missions qui sont là. Voilà un peu, en principal, en grande ligne, ce que je peux vous parler de la Cour constitutionnelle. Au moins, en termes d'importance, l'importance de la Cour constitutionnelle, c'est qu'au moins les questions de constitutionnalité ont une juridiction autonome. Avant, on les traitait dans une des sections de la Cour suprême. Mais aujourd'hui, tout ce qui concerne la constitutionnalité des lois, la conformité des lois à la Constitution,
sont de la compétence de la Cour constitutionnelle. Donc cela veut dire qu'en d'autres termes, la Cour constitutionnelle est le gardien de la Constitution. Ah, vous avez dit, et vraiment, et c'est ça. La Cour constitutionnelle est le gardien de la Constitution, de tous les autres textes à la Constitution. Donc, toute loi doit être conforme à la Constitution. Tout arrêté ministériel, tout arrêté gouvernemental, tout décret du Premier ministre, tout arrêté du gouverneur de province doit être conforme à la Constitution. Et la différence, c'est quoi? Avec une autre juridiction comme le Conseil d'État, parce que je voulais en profiter pour en préciser, c'est que le Conseil d'État, son rôle à lui, c'est la conformité de tout acte à la loi. Vous voyez, le contrôle de la légalité. Alors que la Cour constitutionnelle, c'est le contrôle de la constitutionnalité. Conforme à la loi, c'est le Conseil d'État. Conforme à la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Alors, est-ce que le travail de la Cour constitutionnelle, c'est un travail d'enquête ou de dossier? D'abord, la Cour constitutionnelle, comme toute autre juridiction, ne s'autosaisit pas. La Cour constitutionnelle, c'est une juridiction qui attend qu'on la consulte, qu'on vienne la saisir. Et le travail de la Cour constitutionnelle, c'est un travail de réflexion, au fin de délibérer et de prononcer un arrêt. Un arrêt. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues sous forme des arrêts. Un arrêt de la Cour constitutionnelle. Par contre, aux côtés d'une Cour constitutionnelle, il y a un parquet. Parquet général pour la Cour constitutionnelle. Et ce parquet, comme tout autre parquet, peut enquêter sur une question constitutionnelle donnée, peut enquêter sur une donnée, mais beaucoup plus, ce parquet-là donne plus les avis aux questions dont est saisie la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle envoie les dossiers au parquet pour avis écrit, mais là où le parquet aussi est trop dynamique, le parquet est trop actif, c'est lorsqu'il s'agit de poursuivre le président de la République ou le Premier ministre en fonction ou leurs complices en matière répressive. Or, ce genre de cas sont rares, rarissimes, et peut-être des cas qui n'arrivent pas souvent, et ce qui fait que, de manière journalière, mensuelle ou annuelle, le parquet général pour la Cour constitutionnelle devient beaucoup plus un parquet d'avis et non un parquet répressif. La Cour constitutionnelle est composée de juges et non de magistrats. Les juges de la Cour constitutionnelle ne sont pas des magistrats. On les appelle les juges. Tous les magistrats ne sont pas des juges. Mais dans l'ordre judiciaire, tous les juges sont magistrats. Or, la Cour constitutionnelle n'est pas d'abord un ordre. Mais à la Cour constitutionnelle, tous les juges ne sont pas magistrats. Parmi les juges de la Cour constitutionnelle, on peut trouver des magistrats de carrière qui ont été envoyés là-bas par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais tous ne sont pas des magistrats. Donc, on les appelle, la Constitution et la loi a parlé du mot juge de la Cour constitutionnelle. Sauf qu'on sait que, en tant que juge constitutionnel, on peut être avocat et être élu et nommé juge constitutionnel. On peut être professeur d'université et être élu et nommé juge constitutionnel. On peut être politicien et être élu et nommé juge constitutionnel. Je dis élu et nommé parce qu'on est élu par une... soit désigné par le président de la République, soit par le Parlement, soit par le Conseil supérieur de la magistrature, mais on doit être investi par une ordonnance du président de la République. Pourquoi je parle d'élu ou désigné, et puis je parle d'investi, quoi. Qui est habilité à saisir la Cour constitutionnelle? La personne habilitée à saisir la Cour constitutionnelle dépend de la matière. Dépend de la matière. Vous savez, il y a beaucoup de matières là pour lesquelles on peut saisir la Cour constitutionnelle. Et parfois, le président de la République peut saisir la Cour constitutionnelle. Le Parlement peut saisir la Cour constitutionnelle. Le Premier ministre peut saisir la Cour constitutionnelle. Un individu peut saisir la Cour constitutionnelle dans les cas d'exception d'inconstitutionnalité, dans les cas de la requête en contrôle d'inconstitutionnalité d'un texte donné. Et en définitive, tout le monde peut saisir la Cour constitutionnelle. Ce qui les différencie, les uns comme les autres, c'est la matière pour laquelle on saisit la Cour constitutionnelle. Qui peut saisir la Cour constitutionnelle en matière de contentieux électoral?
C'est prévu par la loi électorale. Et la nouvelle loi vient d'être promulguée, c'est ce qu'il me semble, même publiée au journal officiel, j'ai vu dans les réseaux, et ce n'est pas un fake news. Donc, en matière de contentieux électoral, la loi électorale prévoit déjà qui sont compétentes pour saisir la Cour constitutionnelle en matière de contestation de candidature, contestation des résultats ou confirmation des résultats. En matière de prorogation du mandat des chefs de l'État, la Constitution doit nous dire qui est habilité à saisir la Cour constitutionnelle. En matière de prorogation du délai des élections, bon, peut-être c'est la CENI qui doit saisir la Cour constitutionnelle. Donc, la personne a saisi la Cour constitutionnelle, je peux dire tout le monde, mais chacun selon la matière le concernant. Ouais. Alors, quelle est la valeur juridique des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle? La valeur juridique des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, c'est que ce sont des arrêts définitifs qui sont prononcés au premier et dernier ressort. Ce ne sont pas des arrêts attaquables. Il n'y a aucune voie de recours contre les arrêts de la Cour constitutionnelle. Bon, il arrive des fois qu'on fasse ce qu'on appelle les requêtes en rectification d'erreurs matérielles ou de requêtes en interprétation. Mais ce ne sont pas des recours prévus par la loi, non. C'est juste des techniques afin de modifier une erreur ou de préciser l'idée sans la changer. Mais bon, malheureusement, on assiste dans une manière qui n'est pas vraiment internationalement reconnue. Plus d'une fois, la Cour constitutionnelle a été saisie en rectification d'erreurs matérielles au contentieux de 2018-2019. Et malheureusement, la Cour constitutionnelle non seulement a corrigé l'erreur matérielle, mais a réjugé. C'est vraiment une situation très malheureuse. Sur le plan international, sur le plan de la doctrine internationale, ce n'est pas acceptable qu'en corrigeant une erreur matérielle, on doit réjuger l'affaire. Dès lors que le juge qui s'est prononcé est dessaisi, quand même qu'il peut être saisi pour rectifier l'erreur, il n'est pas saisi pour réjuger de nouveau l'affaire. Il ne peut pas être juge de ça. Il ne peut pas juge d'un recours contre sa propre décision. Parce que lorsqu'on doit réjuger, c'est comme si soi-même, on devient juge du recours contre votre propre décision. C'est anormal. Nous avons observé pendant un certain temps les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle ne sont pas exécutés. Qui est censé exécuter les décisions rendues par la Cour constitutionnelle? C'est une difficulté quand même. La Cour constitutionnelle n'a pas de greffe d'exécution. En principe, ça devait être un travail du parquet pour la Cour constitutionnelle, faire exécuter les arrêts de la Cour constitutionnelle. De lege ferenda, comme on dit toujours nous les doctrinaires, c'est que de lege ferenda, il fallait quand même qu'à l'avenir, que le parquet général pour la Cour constitutionnelle commence à faire exécuter, à défaut de greffe. À défaut du procureur général pour la Cour constitutionnelle, comme dans la plupart des fois, le contentieux, la Cour constitutionnelle est saisie, ça aussi, quand même, c'est un bon nombre de dossiers viennent des assemblées provinciales, des conflits entre les gouverneurs et les assemblées provinciales, et des mesures prises par l'assemblée provinciale. Je pense que l'autorité d'exécution aussi pouvait être le ministre ayant en charge les questions intérieures, quoi. À défaut du greffe, à défaut du parquet général, le ministre de l'Intérieur devait être chargé d'exécuter les arrêts de la Cour constitutionnelle parce que c'est tout dans le domaine des conflits de pouvoir. Lorsque la Cour a tranché, celui qui est réhabilité doit bénéficier de l'appui du ministre de l'Intérieur pour reprendre. Ou celui qui a perdu et qui ne veut pas quitter les sièges, il doit être forcé à quitter. Voilà. Le Conseil d'État aussi n'a pas de greffe d'exécution, mais de plus en plus, j'ai vu comme le Conseil d'État, son greffe commence à fonctionner parce que j'ai vu des greffiers et des huissiers du Conseil d'État aller installer des gens dont les arrêtés ont été annulés, par exemple, ou les gens qui ont été réhabilités par le Conseil d'État alors qu'ils étaient suspendus par les arrêtés ministériels. Cela veut dire qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a encore des soucis depuis son installation jusqu'au jour d'aujourd'hui, tels que
avec les problèmes des conseillers référendaires qui ne sont pas toujours là? Ah, ça c'est une question, je pense que budgétaire. Je me demande même si le Conseil supérieur de la magistrature, qui a commencé ses travaux il y a peu, mais le Conseil supérieur de la magistrature devait penser à ça. Mais même le Conseil référendaire, là, avec le fonctionnement actuel de la Cour constitutionnelle, le Conseil référendaire risque de manquer quoi faire dans la gestion quotidienne, dans le traitement quotidien des dossiers. Mais il y a un moment où ces conseils référendaires sont très importants. C'est lors des contentieux électoraux. Dès qu'on a affaire à 15 000 candidatures, 20 000 candidatures, mais il n'y a que 500 qui ont gagné à l'Assemblée nationale, par exemple. Alors, lorsqu'on doit recevoir le requête en contestation des résultats des 19 000 candidats qui ont échoué, là, les conseils référendaires reviennent vraiment de plus en plus. Mais je crains que lorsqu'on les nomme, parce qu'ils doivent être au minimum, au maximum 60, je crains qu'il n'ait rien à faire. Qu'il n'ait rien à faire. Mais 9 juges aussi, c'est trop peu. C'est ce qui a fait que nous ayons passé presque 6 mois en contentieux électoral en 2018. Donc on a commencé en décembre et janvier, je pense, pour terminer en juin. C'est à cause de nombre moins suffisant. Ou des arrêts qui sont pris à la hâte. Ouais. En tant que praticien de droit, est-ce que les juges de la Cour constitutionnelle sont impartials? Bon, les juges de la Cour constitutionnelle sont obligés d'être indépendants, sont obligés d'être impartials. Parce que la partialité, c'est une tare pour un juge. Un juge doit être objectif. Mais bon, ce sont des juges, hein. Ils ne sont pas à l'abri de la pression politique. Ils ne sont pas à l'abri de la pression de l'exécutif. Ils ne sont pas à l'abri de la pression du législatif. Ils ne sont pas à l'abri de tout ce qui est pression financière. Ils peuvent tomber dans la tentation, ils peuvent céder à la peur. Puis bon, vous savez, même, ne perdons pas de vue aussi que la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction qui n'est pas judiciaire, c'est une juridiction politique. Le postulat à poser, c'est que la Cour constitutionnelle doit avoir des juges impartials, des juges justes, des juges objectifs, et des juges qui ne prennent leurs décisions que dans l'intérêt suprême de la nation. La Cour constitutionnelle, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas connu beaucoup de grands dossiers. Ils travaillent moins, il faut reconnaître. Quelque peu, le temps, les politiciens les bousculent un peu. Le Parlement, le président de la République, les politiciens, lorsqu'ils veulent changer la majorité, lorsqu'ils veulent changer les partis politiques, lorsqu'ils veulent aller à gauche avec l'étiquette, avec les votes obtenus de gauche, bon, ce n'est pas ça vraiment le travail de la Cour constitutionnelle. Hein. Ça, c'est... Mais le travail de la Cour constitutionnelle, c'est un travail de fond. Donc vraiment, des grands dossiers d'inconstitutionnalité. Ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est comme si tous les actes que le ministre prenne sont conformes à la Constitution. Bon, bravo. C'est comme si tous les arrêtés des ministres sont conformes à la Constitution. Bravo. Donc, pour peu, il n'y a que le Conseil d'État qui est souvent dérangé lorsque les arrêtés des ministres et des gouverneurs sont attaqués en annulation. Mais devant la Cour constitutionnelle, les gens qui dérangent encore beaucoup la Cour constitutionnelle, ce sont les partis, avec les exceptions d'inconstitutionnalité comme dilatoires. Lorsqu'on ne sait plus quoi faire dans un dossier qui accable un client, on invoque une exception d'inconstitutionnalité parce qu'on sait que lorsqu'on invoque l'exception d'inconstitutionnalité, les juges saisis de cette exception-là, ou bien le juge devant qui cette exception a été invoquée, est tenu de surseoir. Alors ça arrête la marche du dossier et les justiciables véreux, ça les arrange. Mais un travail vraiment, je ne pense pas. Beaucoup de dossiers qui sont à la Cour constitutionnelle doivent être beaucoup plus de dossiers qui viennent des cours des tribunaux. Alors, je peux me tromper, quoi.
En guise de conclusion, qu'est-ce que nos téléspectateurs de Justice Magazine peuvent retenir sur l'importance de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo? L'importance de la Cour constitutionnelle en RDC est simple. C'est qu'au moins avec la Cour constitutionnelle, on a une juridiction propre pour les chefs de l'État et les premiers ministres. Seule la Cour constitutionnelle a la compétence de contrôler la conformité de lois, de règlements à la Constitution. Seule la Cour constitutionnelle est juge du contentieux électoral, d'élection du président de la République et élection de députés nationaux. Seul devant la Cour constitutionnelle, on déclare le bien en entrant comme en sortant. Vous voyez? Et seule la Cour constitutionnelle est la juridiction d'arbitrage entre la Cour de cassation et le Conseil d'État lorsqu'il y a un conflit de compétences entre les deux juridictions. C'est la matière qui leur est soumise. Et les juges qui y sont supposés être des juges qualifiés. Quand même qu'ils ne sont pas tous magistrats, ce sont des gens qui connaissent très bien leur matière. Et je pense que c'est déjà bon. Ils sont à leur début, aujourd'hui 2014 et 2022, oui, effectivement, c'est 8 ans. Les jours avancent vite, mais je pense qu'il fera encore mieux demain. L'essentiel, c'est de la laisser calme, de ne pas trop la déranger, de ne pas trop déranger ses membres, et surtout de la doter des moyens suffisants. Voilà. Justicia, pour tout savoir sur les droits. La Constitution consacre sa suprématie sur toute autre norme de conduite sociale en même temps qu'elle organise des mécanismes de sa protection, dont celui juridictionnel assuré par la Cour constitutionnelle. Reconnaissons tout de suite qu'à l'exception des États-Unis d'Amérique, rares sont des pays qui n'organisent pas, dans leur loi fondamentale, les contrôles de constitutionnalité des lois. La République démocratique du Congo offre à cet égard une tradition constitutionnelle constante, soumettant les actes des gouvernants et plus globalement ceux des pouvoirs publics au contrôle juridictionnel des constitutionnalités. Au terme de l'article 160 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est chargée de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force des lois. Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements intérieurs des chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. L'option du constituant visait à séparer les contentieux constitutionnels du contentieux administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir législatif et exécutif. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que prend fin Justicia Magazine. Si vous l'avez aimé, écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Pour les internautes, suivez ces numéros sur notre chaîne YouTube Justicia Magazine TV ainsi que sur notre page Facebook Justicia Mag. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater l'information sur la promotion de vos droits et devoirs. On se retrouve au prochain numéro avec les mêmes plaisirs.